Bon, je crois qu'on va commencer. Je vais essayer d'être bref. Je voudrais quand même d'abord remercier la municipalité d'Isigny-Butte et son maire, Éric Goupil, qui sera un petit peu en retard, mais qui a promis d'être parmi nous ce soir, pour nous avoir mis à disposition cette belle salle. Il est là? Il est dans le fond? Bon, ok, donc il ne sera pas en retard. Donc merci à toi Eric d'avoir mis cette belle salle à notre disposition, de remercier évidemment tous les élus qui ont accepté notre invitation. Un petit peu plus loin, c'est comme ça, voilà. 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 Éric Goupil qui n'est pas en retard. Salut. Assieds-toi. On est un peu tassé, mais ça va s'arranger. Ouais. Donc, merci à tous les élus qui ont accepté notre invitation, parce que c'est vrai qu'il faut... On a une réunion sans doute importante, il faut que chacun se détermine, précise ses positions, on en parlera tout à l'heure. Certains se sont excusés, le sénateur Jean Bizet, Bernard Pinel, qui n'a pas pu être de nôtres ce soir, mais qui m'a demandé de lire un petit mot, Pierre Juel, même chose, donc une déclaration à lire de Pierre Juel, et puis Antoine Delaunay et Catherine Bruno-Rine qui sont pris par une autre réunion, ainsi que Madame Turziel, conseillère régionale, qui m'a dit qu'elle était de tout cœur avec nous. Voilà. Guénaël Huette devait être en retard aussi, mais il est à l'heure. C'est une bonne chose. Donc je voudrais commencer par rappeler brièvement l'ordre du jour. C'est un point sur le dossier qui nous occupe et puis son évolution. J'aurais parlé aussi simplement quelques mots de quelques élucubrations médiatiques. Et puis je vais donc lire les déclarations de messieurs Pinel et Juel. Et ensuite la parole sera à Valorem, parce que c'est surtout pour ça qu'on est là, surtout pour ça que vous êtes là, c'est pour entendre leur présentation, la présentation de leur dossier. Voilà. Ensuite, on donnera la parole aux élus, la parole au public, c'est-à-dire à vous. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez, à qui vous voudrez, brièvement si possible, pour que tout le monde puisse trouver le temps de s'exprimer. Et puis ensuite on fera une rapide conclusion et on prendra ce que j'ai appelé le verre de la convivialité et de l'espoir. Voilà. Alors, si on veut parler un petit peu du dossier, j'ai écrit des choses parce que ça va me permettre d'être plus bref que si j'improvisais. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les gouvernements précédents, pratiquement tous, ont toujours refusé d'entendre nos arguments, qui étaient de bon sens pourtant, enfin, ce qu'on pensait. Et c'est Ségolène Royal, l'actuelle ministre de l'Environnement, de l'Énergie, de la Mer, qui adopte, elle, une attitude complètement différente. Et pour nous, c'est un événement crucial. C'est une avancée du dossier. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Le 4 décembre, il faut le dire, c'est grâce à l'insistance de notre député, la ministre vient nous rendre visite. Et une réunion de travail est organisée à la Masure, et la ministre commence, bizarrement, enfin à mon idée, elle commence par demander à ce que les partisans de l'arasement des barrages lèvent la main. Quelque chose qui m'a surpris, c'est que simplement 3 mains se sont levées.
On peut les citer, c'était celle d'André Berne, qui était à l'époque responsable de l'agence de l'eau, de bassin de Seine-Normandie, Jean-Paul Laurent, vice-président, entre autres responsabilités, de la Fédération de pêche nationale, et puis le représentant de Manche Nature. Les autres se sont abstenus. Et ensuite, les invités qui ont souhaité s'exprimer, eh bien, ont pris la parole devant Ségolène Royal. Ça, c'est important. On avait Madame la ministre, la préfète, le sénateur Philippe Bas, le président de la région, à l'époque, la région Basse-Normandie, M. Beauvais, le député Guénaël Huette, Éric Goupil, maire d'Isigny. Gilbert Badiou a présenté ensuite le projet du syndicat mixte du pays de la baie du Mont-Saint-Michel pour un projet de renaturation de la vallée de la Sélune en vue évidemment de l'arrasement des barrages qui était fait, le projet qui était initié par les maîtres du rêve. Et puis, contre toute attente, la ministre a conclu en disant qu'elle estimait que le coût arasement et renaturation lui paraît complètement démesuré. Et elle a dit textuellement, on ne met pas 58 millions pour des saumons. Voilà ce qu'elle a dit textuellement. Bon, c'était la surprise générale. Et puis dans la foulée, elle annonce son intention d'ordonner de nouvelles expertises et pour étudier la possibilité de rétablir la continuité écologique sans supprimer les barrages, les lacs et la production d'énergie. Voilà. Une opération qui ne serait pas vraiment cohérente aussi avec la loi sur la transition énergétique qu'elle a elle-même portée. Je crois qu'il faut aussi rappeler ça. Les experts désignés par Ségolène Royal ont entendu tous les acteurs du dossier, y compris le président des Amis du Barrage, qui vous parle, un jour de février 2015. Et alors, si leurs conclusions mettent en évidence une incompatibilité, il faut bien le dire, entre continuité écologique et maintien des ouvrages, elles montrent aussi que l'arasement des barrages serait potentiellement dangereux sur le plan environnemental, particulièrement coûteux et hasardeux quant aux techniques de gestion des sédiments préconisées par les pouvoirs publics. Alors, il y a l'expression du responsable des opérations à la DTM qui en dit long. Il a dit lui-même, en parlant de son opération, de son projet, il a dit c'est un peu Shadok. Voilà. Il a dit en privé, je crois, mais il l'a dit quand même. Donc le rapport avantage-inconvénient, en fait, c'est 50-50. Voilà. Donc la décision ne pourra pas être technique, elle sera forcément politique. Ça fait un moment qu'on le dit, mais là on en a vraiment la certitude. La ministre avait également suggéré qu'un référendum local soit organisé. Le scrutin qui n'a pas pu avoir lieu pour des raisons qui nous ont complètement échappé, parce qu'on fait partie de la France en bas, mais il y a des choses qui nous échappent. Et puis, on a réfléchi, nous, l'association des Amis du Barrage, et puis on a décidé de reprendre l'idée ministérielle et puis royale aussi, de la reprendre à notre compte et d'organiser nous-mêmes ce qu'on a appelé une consultation populaire. Alors, je dois dire que c'était une logistique très lourde, vous l'imaginez bien, et cette opération-là, elle a été assurée par notre vice-président Roger Le Glorier, et ça a été mené d'une main de maître, et il a eu une équipe, une efficacité redoutable. Et là, je les remercie tous devant tout le monde, parce que franchement, ça vaut le coup. Parce que sans eux, eh bien, on serait peut-être un petit peu moins fort sur les arguments, il faut bien le dire. Donc, alors, une petite précision quand même, c'est que le déroulement de l'opération, le résultat, les modalités de dépouillement sont indiscutables parce que tous les documents qui s'y rapportent ont été déposés, consignés chez Maître Laurent, huissier de justice à Arrange. Alors le résultat il est sans appel.
je vous le rappelle quand même, c'est 98,89% des 19 276 votants qui se sont exprimés contre la suppression des lacs et des barrages. Voilà. Alors, bon, est-ce qu'il faut s'interroger sur la crédibilité des résultats de l'enquête publique de 2014? Ma réponse à moi, c'est oui. Voilà, maintenant je vous laisse, chacun est libre d'interpréter ça comme il voudra. Alors, quelques temps après tout ça, Ségolène Royal confie à notre députée qu'elle souhaiterait qu'un repreneur soit trouvé. Alors, vous allez me dire, pourquoi un repreneur? Puisque EDF exploite les barrages, les installations de Vezin et de la Roche-qui-Boit depuis le début, on peut dire, après les forces motrices de la cellule, mais enfin c'est pas d'hier. C'est donc l'opérateur historique qui est le garant aussi du service public. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut un repreneur? Parce que moi, c'est la question que je me suis posée en premier. Quand monsieur le député m'a mis au courant de ça, je trouvais ça très curieux. Alors, bon, et pourtant, EDF exploite. Aujourd'hui, il n'y a plus de concession, vous le savez, il y a un mandat d'exploitation qui est complètement légal, voilà. Bon, ce qu'il faut constater, c'est tout simplement qu'il y a un désengagement. On va dire un désengagement de l'EDF, mais c'est un désengagement de l'État aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que l'État, c'est 85% EDF. Voilà. Je dis aussi que ça aussi, c'est un constat sans appel, mais malheureux, c'est que EDF n'a pas beaucoup bougé. Que ce soit les personnels et les syndicats, les organisations syndicales n'ont pas beaucoup bougé pour défendre leur outil de travail, Vezin, la Roche-qui-Boit. Mais c'est un constat qui est sans appel, lui aussi. Alors, bon, comme l'objet de l'association des Amis du Barrage, c'est de contribuer à construire et à défendre un projet de territoire avec les lacs et les barrages, jusqu'à la fin de vie des ouvrages. Voilà. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que notre rôle, c'est de soutenir un projet de reprise par une entreprise privée, puisque l'État, qui contrôle EDF, se désengage complètement. Voilà la raison. Alors pourquoi Valorem? Bon, parce que on a aussi des contacts avec une société canadienne. Est-ce qu'un partenariat pourrait être envisageable? Est-ce que, voilà, mais ça, c'est pas à nous qu'il appartient d'en juger ou d'en décider. Voilà. Mais c'est par le plus grand des hasards qu'Antoine Poisson, qui est là au bout, m'a appelé un jour et m'a dit, ben voilà, j'aimerais bien que vous puissiez me donner des renseignements, etc., qu'on discute, parce que peut-être que ma société serait intéressée par la reprise de l'activité des barrages de Vezin de la Roche-qui-Boit. Pourquoi est-ce qu'il m'a appelé moi, président des Amis du Barrage? C'est tout simplement parce qu'on a des amis communs. Voilà. Et il faut le dire comme ça, il n'y a pas de. Comme ça, c'est clair. Voilà. Et alors, on a, pour faire assez vite, on a discuté longuement, on s'est souvent téléphoné, on a échangé des mails, des infos, et je me suis dit que ces gens-là avaient l'air très sérieux. J'ai donc fait part de mon contact, parce que je rappelle qu'on n'est qu'une association, nous, hein. J'ai fait part de mon contact à notre député qui a pris en charge la suite des opérations, si j'ose dire, qui a reçu les responsables de Valorem, qui a pensé que ça valait le coup d'aller un petit peu plus loin avec eux, et qui les a mis en relation avec les services de Madame Royal. Voilà, ce sont des choses très simples. Et bon, alors avant de passer la parole au responsable de Valorem, je voudrais évoquer juste pendant 2 minutes
les élucubrations médiatiques là, de ces dernières semaines. Les partisans de l'arasement qui déclarent que l'arrêté préfectoral est illégal et qui vont saisir le tribunal administratif, selon droit, pour obtenir son abrogation, rien que ça, et puis après ils changent d'avis, ils disent que finalement ils vont demander juste sa réforme, hein, c'est-à-dire qu'il soit simplement modifié. En clair, c'est qu'il faudrait pour eux que l'arasement soit inclus, compris dans le paquet de l'arrêté préfectoral. Bon. Et puis, il dépose plainte aussi au TGI, tribunal de grande instance, contre X, pas contre DF, parce que ce serait peut-être trop clair, pour un délit continu et récurrent d'exploitation irrégulière des deux barrages. Bon. Il saisit aussi la Commission européenne contre une manœuvre de l'État français pour ne pas se mettre aux normes de la DCE. Bon. C'est vrai que bon, enfin, on verra bien, ils ont l'habitude de perdre pas mal de procès, on verra s'ils gagnent celui-là, mais ça risque de prendre un petit peu de temps quand même. Et puis ils attaquent violemment, et de manière, à mon sens, complètement irrespectueuse, la ministre en sa personne. Et bon, ça me paraît vraiment pas très respectueux d'attaquer un ministre sous le seul prétexte qu'elle n'est pas d'accord avec nous. Parce que qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, depuis 2010? On en aurait attaqué les ministres, on en aurait insulté. Hein, voilà. Donc je crois qu'il faut savoir raison garder, comme on dit. Et puis voilà, bon, on a des articles intéressants dans l'usine nouvelle, un article qui me paraît impartial. Bon, la presse locale, notre presse locale, relaie tout ça, mais c'est son rôle, c'est complètement normal. Quelque chose qui m'a surpris, c'est un article de Charlie Hebdo, qui est un article, je le disais à mes amis de Valorem cet après-midi, un article qui est fort bien écrit, très très bien écrit. Et seulement, il n'y a que des inexactitudes là-dedans. Il n'y a rien de vrai, c'est complètement irréel. On nous dresse un procès, oui, quelque chose de très idyllique de la vallée de la Sélune, avant ces barrages, qui n'a strictement rien à voir avec la réalité. Alors, en général, les gens de l'extérieur, comme ça, qui écrivent un article, prennent la peine d'appeler les différents protagonistes. Apparemment, ça n'a pas été le cas. Mais bon, c'est dommage, mais c'est comme ça, voilà. Alors, bon, tout ça, c'est pas très bien. C'est pas très cool, comme disent les jeunes maintenant. Et puis, il y a moi j'appelle ces gens-là des extrémistes, des ayatollahs de l'écologie, qui a fini son discours de réunion par quelque chose qui me paraît honteux. C'est une mauvaise parodie du chant des partisans pour exhorter les pêcheurs à se révolter contre les barrages et les seuils de moulins. Ça, c'est ce que j'appelle une cerise stupide et imbécile sur le gâteau de l'irresponsabilité idéologique. Alors pour finir, je rappellerai tout de même une seule chose, c'est que ni le Grenelle de l'environnement, ni la LEMA, ni la DCE, pas plus que la Cour administrative d'appel ne dit qu'il faut supprimer les barrages. Voilà, ça c'est une vérité. Une avancée considérable dans ce dossier, certes, nous ne sommes plus dans un processus d'arasement à tout prix, mais dans une phase de réflexion. C'est ce qu'on nous dit au ministère maintenant. Moi, ça me va bien. Alors, jusqu'où nos opposants iront-ils pour défendre leur idéologie? J'en sais rien, puis ça ne me regarde pas à la limite. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, on ira jusqu'au bout pour défendre un projet global de territoire avec des lacs, des barrages et une production d'énergie. Voilà. Et
il se trouve qu'on est complètement en adéquation avec ce qu'ont pu nous dire les gens de Valorem, et c'est vrai qu'on a beaucoup échangé depuis plusieurs mois maintenant, et c'est la raison pour laquelle nous on pense qu'ils ont un projet qui tient la route, eux aussi, et ils vont maintenant vous le présenter. Alors je vais passer la parole à Jean-Yves Grandidier, qui est le président de la société Valorem.